Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Le président Macky Sall porté à la tête de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal pour les 2 prochaines années. C'est la décision majeure qui a sanctionné la 17e conférence des chefs d'État de l'OMVS à Conakry. Le chef de l'État Macky Sall invite à l'intensification des efforts de cette organisation sous-régionale. Le Sénégal s'oriente vers une stratégie numérique à grande échelle pour ne pas être en rade des avancées technologiques. Ambition réaffirmée à la célébration de la Journée mondiale des télécommunications ce 17 mai. Tous les secteurs d'activité, ou presque, sont aujourd'hui explorés par les femmes, même si leur domaine de prédilection reste les métiers traditionnellement féminins. Certaines investissent en secteurs comme les BTP, c'est le sujet de la quinzaine de la femme. Et puis la rubrique santé et diagnostic ce soir, le syndrome de Prune-Belly, une affection qui touche plus les garçons et se caractérise par une apparence ridée de la paroi abdominale. 50 cas sont enregistrés chaque année au Sénégal. Tout sur cette maladie rare dans cette édition. Et puis nous recevons comme invité le directeur général de l'Agence de développement municipal avec M. Cheikh Issa Sall. On va aborder les enjeux du séminaire sur les procédures de financement bancaire des projets des collectivités locales. Un séminaire prévu à partir de demain. Bonsoir M. Sall et merci d'être avec nous. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de la RTS. Voilà, très bien. Donc nous reviendrons sur cette actualité au cours de ce journal. Alors tout d'abord, les activités du chef de l'État, le président Macky Sall, qui a donc quitté Dakar ce matin à destination de Conakry. En Guinée, le président Macky Sall va prendre part à la conférence des chefs d'État et de gouvernement et de l'OMVS. À son départ de Dakar, il a été salué par le Premier ministre ainsi que d'autres autorités civiles et militaires. Justement, ouverture ce mercredi à Conakry de la 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS, un outil de coopération sous-régionale autour du fleuve Sénégal dans un esprit de partage solidaire des ressources en eau. Les autorités de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal se sont engagées à consolider les acquis et à lever les contraintes liées notamment à la navigabilité du fleuve. Les chefs d'État entendent prendre des décisions à la hauteur des défis actuels et futurs. Envoyé spécial Aboubakri Kane. Alors que la brume matinale enveloppait encore Conakry, le professeur Alpha Condé attendait déjà son homologue sénégalais. À sa descente de la Pointe Sarène, c'est un accueil fraternel qui a été réservé au président Macky Sall. Après les honneurs militaires, la présentation des officiels. La communauté sénégalaise a tenu aussi à saluer le chef de l'État. Place ensuite au tête-à-tête entre les présidents Condé et Sall au salon d'honneur. À Conakry, le président Macky Sall est venu prendre part à la 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS. L'organisme se veut un outil de coopération solidaire autour du bassin du fleuve Sénégal par la réalisation d'ouvrages communs, l'objectif étant de bâtir un développement autour des ressources en eau. L'eau pour la navigation, l'eau pour l'énergie propre et l'eau pour la sécurité alimentaire et l'alimentation des populations et des animaux. La Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal s'engagent à poursuivre la dynamique d'entente de leur peuple à travers la concertation et le partage solidaire des ressources. Plus qu'un simple mécanisme de coopération, l'OMVS est devenu au fil des ans un véritable instrument d'intégration forgé et consolidé par la réalisation d'ouvrages communs. Nous avons réussi à faire du fleuve Sénégal un lien qui nous rassemble, un trait d'union dépositaire de notre commune volonté de tirer le meilleur de ce qui nous unit dans l'intérêt des générations actuelles et futures.
Les eaux frontalières alimentent souvent conflits et tensions. Tout en saluant les efforts consentis, la conférence souhaite consolider les acquis et lever les contraintes pour relever les défis actuels relatifs notamment à l'énergie, l'agriculture et le transport fluvial entre autres. Ces défis sont nombreux, mais l'organisation a acquis une expérience avérée dans leur prise en charge. Une expérience que nous devons poursuivre et renforcer. Il s'agit pour nous non seulement d'intensifier nos efforts pour la mise en œuvre des programmes en cours et ceux projetés, mais aussi et surtout de prendre des décisions pertinentes pour la levée de contraintes constatées dans leur réalisation. Dans son discours bilan, le président Alpha Condé a aussi salué l'initiative Eau, Paix et Sécurité portée pour la première fois devant le Conseil de sécurité des Nations Unies par le président Macky Sall en mettant en exergue le bel exemple de réussite que constitue l'OMVS. 4 pays, un destin commun et une volonté politique d'exploiter les ressources en eau dans un esprit de partage et de coexistence pacifique. Au terme des travaux de cette conférence, le président Macky Sall a été porté à la tête de l'organisation pour les 2 prochaines années. Le tout nouveau président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS décline ici les axes majeurs de sa présidence. Nous l'écoutons. Je salue les efforts louables des instances délibérantes de l'OMVS, du haut-commissaire et de ses collaborateurs. C'est grâce à la synergie de ces efforts au quotidien que l'OMVS continue de remplir sa mission à notre grande satisfaction et de mériter la confiance de nos partenaires. Nous devons cette réussite à la vision pionnière des pères fondateurs qui ont su faire du fleuve Sénégal un trait d'union et une source de prospérité pour nos peuples. En prenant le témoin des mains de notre frère, le président professeur Alpha Condé, j'ai à cœur d'aider à la consolidation de ce précieux legs et à l'amélioration des performances de notre organisation pour répondre aux besoins de développement de nos pays. Ce legs et ces performances nous engagent en effet à faire encore plus et mieux en balisant la voie du futur pour d'autres étapes qualitatives. Sur la feuille de route, devant guider nos pas vers ces nouveaux horizons, figurent 4 priorités majeures. D'abord, le chantier de la modernisation de notre organisation, en ayant comme référentiel de base une meilleure performance des ressources humaines, de nature à améliorer l'efficacité de l'organisation. Deuxièmement, le chantier de l'offre d'énergie hydroélectrique, par la réalisation de nouvelles infrastructures, afin de créer une dynamique durable de production et de distribution suffisante de l'électricité à des coûts abordables pour les ménages et compétitifs pour les entreprises. Troisième chantier, la poursuite d'une coopération solidaire et inclusive entre les États membres et en leur sein, entre les milieux urbains et le monde rural. Quatrièmement, enfin, il y a le chantier tout aussi prioritaire de la navigabilité du fleuve. Le transport au meilleur coût pour stimuler les échanges entre les pays membres de l'OMVS est une des vocations naturelles du fleuve Sénégal. Retour à
Dakar, pour parler de ce dernier acte de la visite de travail du président ghanéen au Sénégal. Il s'est rendu sur le site de Diamniadio où plusieurs chantiers sont en cours et à la maison du train express régional. Le président Nana Akufo-Addo s'est dit séduit par la vision du chef de l'État Macky Sall avec la réalisation de ces chantiers d'envergure. Le compte-rendu de Pape Biram Ndiaye. Projet gigantesque, le plus grand de l'histoire du Sénégal indépendant. Le train express régional présenté à l'hôte du chef de l'État. Nous sommes ici, à la maison du TER, là où tout a commencé. Une belle aventure déjà en marche. La marche d'un Sénégal émergent, un legs pour les générations futures, une réalisation de grande envergure qui épouse une approche pragmatique avec un horizon temporel bien maîtrisé. Écartement standard et sans ouvrage d'art. Donc ça c'est l'intérieur du train avec les schémas de confort, régularité, efficacité, 55 km de tracé pour la phase totale, conservation et reconstruction des gares. Ça c'est le site de maintenance de matériel roulant et ça c'est le tracé donc en vue aérienne avec l'ensemble donc des gares en bas, avec donc une rénovation de la gare de Dakar et la gare de Rufisque. Et un site de maintenance des infrastructures avec une possibilité de connexion avec le port minéralier de Bargny et la connexion sur le hub de Diamniadio, c'est la nouvelle ville qui a donc des infrastructures modernes, une ville connectée avec donc une mobilité interne, le parc industriel de Diamniadio et le TR, le train, va s'ouvrir vers le monde avec le dernier terminus. Le projet sera réceptionné le lundi 14 janvier 2019. Nous avons démarré de Diamniadio vers Mbao. C'est des zones à faible densité de population. Le train express régional constitue la première liaison ferroviaire électrique rapide du Sénégal. Le TER va desservir 14 gares avec une vitesse de 160 km/h du Dakar à l'aéroport international Blaise Diagne. Ce sera aussi un véritable train social pour les banlieues peuplées du Dakar. Un impact réel sur le vécu des populations. Le Sénégal est content. lii ngay taxaw di jublu ci di ko liggéey yàlla na la yàlla may nga àggale ko ak jàmm ak salaam li nga bëgg ci Sénégal yàlla na yàlla def nga àggale ko ñëpp xam nañu li nga entreprendre la nga waxoon ak Sénégalais yi ba ñu teg sa kanamu Sénégalais yi yaa ngi ci bu baax a baax. Après avoir visité la maison du TER et passé en revue l'histoire du train au Sénégal, les deux chefs d'État ont fait cap sur Diamniadio. C'est la ville de nos rêves, le symbole d'un Sénégal émergent qui traduit toute la vision du président Macky Sall. Ici, nous sommes au parc industriel, dans un des 3 hangars d'une superficie de 7920 mètres carrés. Il y a 12 ans, c'était le désert, la situation de référence qui marque l'évolution d'un projet grandeur nature qui va offrir à la jeunesse du pays 15 000 emplois directs et 8 000 emplois indirects. Aujourd'hui, nous avons 37 entreprises qui ont demandé à s'installer au niveau de ce parc, dont 9 entreprises sénégalaises dans la confection, une entreprise nigériane, une entreprise ivoirienne, etc. Et nous avons ici donc une demande internationale. Une zone économique spéciale avec une position stratégique. Nous sommes à 5 minutes d'une des 14 gares du train express régional, l'UTER. Nous sommes également à 20 minutes de la capitale et à 30 minutes du port de Dakar. Le parc industriel du Diamniadio sera opérationnel à partir du 14 juin prochain. Toujours à Diamniadio, les deux chefs d'État ont visité le centre international de conférence Abdou Diouf. Une visite guidée des principaux compartiments du CICAD, allant de la grande salle de conférence de plus de 1000 places à la salle du huis clos, en passant par les espaces VIP, notamment le grand restaurant.
À la fin de la visite, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a exprimé fierté et satisfaction. C'est très impressionnant, ce modèle de développement que le Sénégal a pu mettre en place en si peu de temps. C'est assurément le véritable chemin qui mène au développement avec toutes ces infrastructures qui sortent de terre. Et surtout le train express régional, c'est une merveille. Nous allons nous inspirer de ce qui se fait ici, au Sénégal. Je suis vraiment impressionné par ce que j'ai vu ici. Après avoir pris congé de son hôte, le chef de l'État a effectué une visite de chantier sur le site de l'hôtel 5 étoiles du Diamniadio. Le président Macky Sall emprunte les escaliers jusqu'au 5e étage pour constater de visu l'état d'avancement du chantier et contempler la magnifique vue de haut d'une ville qui prend forme, où le vaste mouvement d'ensemble des chantiers qui sortent de terre obéit à une mixité urbaine bien pensée qui fait du Diamniadio la ville du futur. Construit sur une superficie de plus de 10 000 mètres carrés, cet hôtel est composé de 152 chambres, 4 suites VIP, une suite présidentielle, un espace de réception, un salon et plusieurs salles de réunion. Il s'agit d'offrir un lieu de résidence, un élément complémentaire du CICAD qui apporte une dimension essentielle pour une exploitation optimale du Centre international de conférence Abdou Diouf. Nous restons à Diamniadio que l'autre hôte du Sénégal a visité. Le ministre-président de la Wallonie a visité le parc industriel. Le site a déjà enregistré l'adhésion d'une quarantaine d'entreprises nationales et internationales. L'hôte du Sénégal ne veut pas que sa région soit en reste. Amadou Aramtiam, compte rendu de la visite. Une visite réglée dans les moindres détails. Diamniadio, pôle futuriste, sort de ses entrailles les chantiers structurants de l'émergence. De la Cité du Savoir, véritable incubateur scientifique qui ambitionne de se mesurer au grand centre de recherche du monde, de sa voisine, l'université Amadou Mahtar Mbow, une révolution technologique dans l'approche de l'enseignement supérieur, au parc industriel. Le ministre-président de la Wallonie est simplement subjugué par la vision prospective et inclusive du président de la République. On a ici un lieu qui est formidablement connecté, proche de l'aéroport, pas très loin du port, tout proche de Dakar évidemment elle-même, avec une autoroute, avec une gare ferroviaire, donc vraiment un lieu remarquablement situé. Et puis surtout, je suis très impressionné par la rapidité d'exécution. Pensé seulement en 2014, en 2017, soit 3 ans après le début d'exécution, le projet de Diamniadio livre ses premiers hangars gigantesques, mais aussi un package d'opportunités physiques et réglementaires qui a déjà séduit plus d'une trentaine d'entreprises. Nous avons enregistré 37 demandes d'entreprises internationales qui voudraient s'installer à Diamniadio. Le cadre étant terminé avec des dispositions fiscales, des incitations fiscales et non fiscales prêtes, nous allons bientôt ouvrir ce parc et nous nous donnons comme objectif d'ici la fin du mois de juin d'installer les premières entreprises. Dans cette chaîne d'accompagnement de l'émergence du Sénégal, la Wallonie ne veut pas être en reste.
Nous sommes aussi très intéressés parce que les entreprises de ma région, les entreprises de Wallonie, sont particulièrement actives dans des secteurs comme l'énergie, comme la santé publique, et comme il y a ici justement, grâce à ce plan du Sénégal émergent, de très grands investissements qui sont prévus dans les prochaines années, j'espère que modestement, à notre mesure, nos entreprises, nos ingénieurs, nos scientifiques aussi puissent contribuer à renforcer encore cette dynamique. En marge de la visite, le ministre-président de la Wallonie a signé avec le professeur Souleymane Mboup 2 accords pour intensifier la collaboration entre l'Institut de recherche en santé de Diamniadio et les centres de recherche et les universités de la Wallonie. La rencontre avec le chef de l'État a été un moment solennel teinté d'émotion pour toute la communauté libanaise du Sénégal. Selon Chaouki, invité de l'émission Le Point, le PDG de Satrec décline les engagements des hommes d'affaires libanais à accompagner la matérialisation du PSE. Nous l'écoutons. C'est un signal fort et pour moi c'est un symbole. C'est un symbole qu'il faudra garder, entretenir et développer. Il faut répondre à l'appel du chef de l'État pour notre intérêt à nous, parce que nous on est industriels. C'est la première fois qu'on nous invite et aujourd'hui on pense investir 2-3 fois plus. Le vieux Obala, Ali Obala l'a dit, 5 générations de présence au Sénégal. C'est la première fois que vous êtes aussi au Palais de la République en si grand nombre. Pour vous, qu'est-ce qui change dorénavant dans votre façon de vous sentir sénégalais? Écoutez, ça nous touche et ça nous motive. C'est plus de motivation que de rester sans qu'on te prenne la preuve. Il l'a fait quand il est monté, il a nommé un Libanais comme ministre. Ça n'avait jamais été. Bon, pour nous, c'est un signal fort. Quelqu'un comme moi, je n'ai pas de maison hors du Sénégal. Je n'ai même pas de compte bancaire à l'extérieur. Parce que je me sens sénégalais à part entière. Et il faut que ce soit la même chose pour tout le monde. Et aujourd'hui, il a dit, c'est quand même beaucoup de profils, c'est des profils aussi variés que divers qui sont venus répondre au chef de l'État et qui représentent aujourd'hui cette communauté. Au-delà des hommes d'affaires, c'est des avocats, c'est des médecins, ils sont dans tous les secteurs d'activité et vous décidez dorénavant d'accompagner le plan Sénégal émergent, cette politique de développement économique. En quoi cela va se matérialiser? Écoutez, il faut que dès maintenant, déjà les gens se sont mis, quand vous prenez le côté médical, on a besoin de développer le côté médical, on a besoin de former plus nos cadres, donc un programme de mise à niveau va être mis à la disposition de toutes les personnes qui voudront se déplacer d'un step à un autre. L'émission Le Point à suivre après cette édition. En attendant, parlons santé. 162 ambulances médicalisées ont été distribuées ce matin à différentes structures étatiques. Cette dotation en ambulance va permettre d'assurer une meilleure évacuation des urgences vers d'autres structures sanitaires. La cérémonie a eu lieu au ministère de la Santé. Compte rendu Fatou Diouf. Ces 162 ambulances médicalisées sont destinées à des secteurs qui jouent d'importants rôles dans le domaine de la santé publique. Il s'agit de la brigade des sapeurs-pompiers, de la police et de la gendarmerie nationale. Le monde rural n'est pas oublié. Ce geste matérialise la volonté de l'État de renforcer le système sanitaire du Sénégal. C'est un geste de très haute portée. Je l'ai dit hier, l'on s'est rendu compte de la grande importance du plan blanc dans une situation de difficulté. Et comme par hasard, c'était hier, aujourd'hui on vient donc prendre en possession ce grand lot, disons cette dotation en ambulance, surtout pour la brigade nationale des sapeurs-pompiers, qui doivent être les premiers sur le terrain pour pouvoir évacuer les gens. Et on en avait besoin objectivement, et là aujourd'hui nous venons de bénéficier quand même de 5 ambulances médicalisées. Ces dotations en ambulance entrent dans le cadre du budget national dédié à la santé. En plus de la centaine d'ambulances, 4 hôpitaux mobiles ont été achetés pour relever le plateau technique des structures de santé. Cela a permis de relever le plateau technique parce qu'au lieu de faire 100-150 km pour évacuer un malade sans même qu'on puisse le sauver,
ou le réanimer, ça fait perdre par rapport à ce que l'on va trouver à l'arrivée. Donc il y aura toujours beaucoup plus de difficultés. Aujourd'hui, nous avons pensé qu'il était important de donner les ambulances aux forces de sécurité. Des forces de sécurité qui sont sur le terrain. Quand on parle des pompiers, vous savez, dès qu'il y a un accident, quel que soit l'endroit, les sapeurs-pompiers souvent sont les premiers sur les lieux. Et donc nous avons pensé qu'il était important dans ce lot de mettre à côté 5 ambulances médicalisées pour les sapeurs-pompiers. Ces ambulances médicalisées vont être acheminées dans les plus brefs délais chez les destinataires. Les autorités invitent à une gestion optimale de cet important matériel au profit des bénéficiaires. L'exercice de simulation d'une attaque terroriste d'hier a été fait en synchronisation avec 7 pays de la sous-région. D'ailleurs, une réunion régionale est prévue demain pour faire le bilan de cette opération. Il s'agit de fédérer les synergies afin de parer à toute éventualité et barrer la route aux terroristes. Nous écoutons à ce propos le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo, est au micro de Fatou Diouf. Il ne faut pas se voiler la face. Le phénomène du terrorisme, c'est quelque chose de contemporain et qui est là. On ne souhaite pas que ça arrive au Sénégal. On travaille à ce que cela ne soit pas connu dans ce pays. Nous y travaillons, mais quand même, il faut se préparer à ça. Et nous avons pensé que les forces qui sont les premières à intervenir dans ces moments devraient combiner leurs forces, s'entraîner pour pouvoir éventuellement être prêts en cas de survenance d'une menace terroriste. Et on l'a fait bien évidemment en synchronisation avec 7 pays. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de vous dire que demain nous allons faire le débriefing même sous-régional pour encore essayer d'apporter les correctifs nécessaires, tirer en tout cas les conclusions de cet exercice d'hier. Mais surtout, ce qui a été remarquable, c'est un peu la combinaison de toutes ces forces qui devraient intervenir en même temps. La police, la gendarmerie, l'armée même avec ses forces spéciales, parce qu'en cas de besoin, nous pourrons même faire appel, disons, à cette composante de l'armée, mais aussi la Brigade nationale des sapeurs-pompiers pour le premier secours. Aussi, je l'ai dit tout à l'heure, et c'est l'occasion encore de réitérer mes remerciements et félicitations à l'endroit du personnel de santé. Le ministère était particulièrement représenté, bien représenté, avec bien évidemment le plan blanc qui a été donc mis en application. Et puis du coup, les hôpitaux ont été donc mis à contribution pour pouvoir justement prendre en charge ces blessés. Donc c'est un exercice grandeur nature. On l'a fait le matin et le soir pour justement quand même prendre en compte les positions critiques. Il n'y a pas que l'exercice sur le terrain, mais aussi, vous avez vu, c'est vrai qu'on a connu hier une journée difficile dans le cadre de la circulation, mais aussi ça va avec. En cas de survenance d'une attaque, c'est comme ça que ça se passera. Il faudra donc réfléchir à avoir quand même les meilleurs débouchés possibles pour ne pas justement fatiguer davantage la population. Nous reparlons santé. N'importe qui peut faire n'importe quand une épilepsie. Cette maladie neurologique résulte d'une perturbation de l'activité électrique cérébrale. Si certains adultes en note chute de convulsions chez l'enfant, aucun de ces signes n'est observable. Ce qui ressort du congrès de neurologie qui s'est tenu à Dakar avec des experts venus de plusieurs pays. Omar Diaw, compte rendu. Ce congrès à l'initiative de la Ligue sénégalaise contre l'épilepsie a réuni des spécialistes en neurosciences d'horizons divers, des praticiens hospitaliers et des universitaires. Ce congrès permet d'approfondir les liens entre les différents acteurs de la prise en charge de la maladie. Les malades, les familles, les praticiens. 3 jours pour échanger sur une maladie encore entourée en Afrique de préjugés qui font que les sujets atteints sont souvent stigmatisés et à tort. Les gens pensent que c'est contagieux, il ne faut pas toucher cette personne qui vient de convulser, elle risque de vous contaminer, ce qui est tout à fait faux. Du point de vue neurologique, l'épilepsie peut s'assimiler à une sorte de survoltage dans le cerveau, ce qui se traduit par un court-circuit qui déclenche la crise. Le sujet perd connaissance, tombe, son corps se raidit, tout son corps se met à convulser. L'activité électrique cérébrale peut varier dans certaines situations. L'épilepsie peut se manifester à tous les âges de la vie. Du nouveau-né jusqu'à la personne qui a 100 ans, n'importe qui peut faire une crise d'épilepsie n'importe quand. Le Congrès a accordé la priorité à celle de l'enfant qui se manifeste par une absence momentanée. C'est un enfant qui, en classe, était en train de faire une dictée.
où un enfant qui était en train de réciter subitement s'arrête, perd conscience, garde un regard fixe, ça va durer quelques secondes et cet enfant était en train de faire une crise d'épilepsie. Il n'y a pas de chute, il n'y a pas de raidissement du corps, il n'y a pas de convulsion. L'école, la famille et les soignants ont un rôle à jouer dans la détection et le traitement correct de ces enfants. Globalement, l'université va appuyer la réponse à cette maladie. L'université, condensée de toutes les couches de la société et vitrine du Sénégal, y apportera tout son concours. Les troubles de l'apprentissage chez l'enfant épileptique, les nouveautés thérapeutiques et bien d'autres aspects de la maladie ont été passés à la loupe. Dans la plupart des cas, le cerveau d'un sujet épileptique est plutôt sain. Dans la grande majorité des cas, un cerveau tout à fait normal. Ils ont une intelligence normale, ils peuvent mener des études normales, une vie normale. Les longues fièvres chez l'enfant sont considérées comme un facteur favorisant. L'hypertension, le diabète, les tumeurs sont aussi incriminées chez l'adulte, tout comme le cumul des dettes de sommeil. Santé toujours dans la rubrique dédiée, parlons du syndrome Prune-Belly. C'est une affection qui touche la paroi abdominale et occasionne des infections urinaires. Il touche plus les garçons que les filles. Dans le monde, on recense un cas pour 50 000 naissances et au Sénégal, 10 cas sont enregistrés chaque année. Maladie rare dont la cause reste encore inconnue. C'est le sujet de la rubrique Santé, signée Fatimata Banelba. C'est à 8 mois de grossesse que cette jeune maman a su que son bébé était atteint du syndrome de Prune-Belly, une maladie difficile à gérer. Ce sont les infections qui le fatiguent. Des fois, il a de la fièvre, il refuse même de téter. C'est notre 6e hospitalisation avec le bébé. Mais nous avons espoir qu'avec l'opération, il y aura du mieux. Du fait des infections urinaires, des complications rénales et respiratoires, ces bébés décèdent souvent avant l'âge adulte. Mais il faut d'abord savoir c'est quoi le syndrome de Prune-Belly et les signes. Ces enfants ont beaucoup de symptômes. Ils ont des symptômes urinaires. Alors, tout est dilaté au niveau de l'appareil urinaire. La vessie est dilatée, les reins sont dilatés, les uretères sont dilatés. Ensuite, ils ont des testicules qui ne sont pas présents à leur place. Troisièmement, maintenant, ils n'ont pas de muscles au niveau de l'abdomen. La chirurgie reste la seule intervention qui donne des résultats. Il faut arriver d'abord à descendre les testicules dans les 6 premiers mois de la vie. Parce que quand on ne les descend pas, il va y avoir un problème de fertilité par la suite. Ces testicules peuvent se transformer en cancer. Alors la deuxième chose qu'on effectue, c'est maintenant de régler le problème urinaire. Parce que ces enfants font souvent des infections urinaires. Alors la troisième chose maintenant, c'est de redonner un peu à l'abdomen une certaine forme qui serait acceptable à voir esthétiquement. Cette prise en charge médicale nécessite cependant beaucoup de moyens. On m'a demandé 315 000 francs. Au bas mot, le traitement d'un syndrome de Prune-Belly peut coûter vers le 1 million. Sans compter maintenant les coûts additionnels, le traitement médicamenteux qui peut se faire à vie du fait des infections urinaires. Des mesures d'hygiène strictes sont également à respecter. Je m'occupe bien de lui. Je me charge de lui préparer sa nourriture, son linge et je lui change régulièrement ses couches. À l'image de Ndeye Khewé Mbaye, dont le fils de 15 ans est atteint de la maladie, l'espoir est donc permis. J'ai eu à beaucoup souffrir pour cette maladie. C'est pourquoi mon combat, c'est d'accompagner les nouvelles mamans qui ont des cas de Prune-Belly syndrome. Et ça, j'en fais mon sacerdoce. Les causes du syndrome de Prune-Belly sont encore inconnues. Mais s'il est décelé pendant la grossesse, la prise en charge sera plus efficace. Les spécialistes conseillent donc aux mères un suivi régulier des visites prénatales. Voilà pour la rubrique santé qui revient mercredi prochain. Et puis le district sanitaire de Méré reçoit un lot de matériel médical d'une valeur de 300 millions de francs CFA. C'est un appui de la Fondation Hôpital Assistance Internationale et c'est le ministre de la Santé qui a réceptionné le matériel en présence de Fanta Badji, notre reporter.
Entrée de Méré, le maire de la commune, ses collègues du département de Tivaouane et l'ensemble des autorités locales pour accueillir Awa Marie Coll Seck. Le ministre de la Santé est venu réceptionner un important don de matériel médical. D'un appareil d'échographie, d'une ambulance médicalisée, de 40 lits médicalisés, des appareils de laboratoire, de 8 armoires, de fauteuils roulants, de chariots, entre autres. Ce matériel estimé à 350 millions de francs CFA est offert par l'ONG Hôpital Assistance Internationale. Il vient renforcer le plateau technique médical du district qui polarise 9 communes. Et ainsi apporte notre modeste contribution à la partie santé du plan Sénégal émergent en améliorant le plateau technique de 9 communes. Sur place, le ministre de la Santé a salué les efforts consentis par la municipalité et le personnel médical pour la prise en charge des populations. Le district de Méré dispose en effet d'une maternité, d'un laboratoire d'analyse, de fauteuils dentaires et même de 2 blocs opératoires équipés en attente d'un personnel. Nous souhaiterions que le ministre de la fonction publique, solidaire dans l'action du gouvernement, sous la houlette du Premier ministre, accepte de doter cet hôpital de chirurgiens de qualité, de gynécologues, de cardiologues, d'ORL et de relever les plateaux des cases de santé et des postes de santé. Aujourd'hui, Méré va bientôt ouvrir ces 2 blocs opératoires. Et tout ça grâce au budget national. Je pense que vous aurez également une radiographie. L'arrivée de ce personnel permettra au centre de santé de Méré de passer à un hôpital de niveau 1. En attendant, les populations exultent en compagnie des autorités locales et des responsables politiques de la zone qui donnent rendez-vous pour les législatives. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir notre invité, le directeur général de l'Agence de développement municipal, M. Issa Sall. Cher Issa Sall, bonsoir et merci de nous regagner pour cet entretien. Alors, votre structure prépare un séminaire sur les procédures de financement bancaire des collectivités locales. C'est à partir de demain. Alors, quels sont les enjeux de cette rencontre? Merci. Donc, nous préparons un séminaire. C'est en fait une série de séminaires qu'on a démarré depuis l'année dernière dans le cadre du programme financement innovant qu'on a formulé au niveau de l'Agence de développement municipal. Le premier séminaire concernait l'entrée des collectivités territoriales dans le marché financier, le marché boursier. Et maintenant, c'est autour du système bancaire de recevoir les collectivités territoriales pour un échange sur les procédures qui doivent permettre aux collectivités territoriales de pouvoir bénéficier du crédit au niveau des banques. Donc ce n'est pas véritablement un type de financement classique, parce que les collectivités territoriales étaient financées par des transferts de l'État, venant de l'État, le fonds d'équipement des collectivités territoriales ou le fonds de dotation. Il y avait également la fiscalité locale qui permettait aux collectivités territoriales d'avoir des ressources propres. Mais en plus de ces types de financement, nous avons jugé qu'avec l'acte 3 de la décentralisation, les collectivités territoriales devraient pouvoir explorer d'autres sources de financement. Malgré les efforts que l'État a fait pour augmenter les transferts qui étaient 12,5 milliards en 2012 pour arriver à 21 milliards en 2017, malgré les réformes entreprises au niveau du ministère des Finances pour augmenter les recettes propres des collectivités territoriales, nous avons jugé qu'avec l'acte 3 de la décentralisation, il faut d'autres ressources pour permettre au niveau territorial de faire beaucoup d'investissements pour être dans la même lancée que le niveau central, surtout le plan Sénégal émergent. Alors, vous l'avez dit, c'est un financement innovant. Alors, quels sont les projets qui sont ciblés, par exemple, pour ce type de financement? C'est en général des projets rentables économiquement, parce que c'est des crédits, donc qui dit crédit dit remboursement. Et donc, en général, c'est des projets productifs qui doivent permettre aux collectivités territoriales d'avoir des recettes supplémentaires qui leur permettront d'amortir les crédits, mais également de renforcer leurs ressources
ce qui leur permettra d'entamer et de faire d'autres investissements sur le plan social. Donc c'est un type de financement extrêmement intéressant que beaucoup de pays européens ou bien du Maghreb ont exploré et qui ont permis à ces collectivités territoriales de faire beaucoup d'investissements, aussi bien sur le plan économique que sur le plan social.